On est tous des voisins Mondoblog chez les voisins, comme chaque semaine, bien sûr, chez 1 milliard de voisins et de voisines, pour découvrir les meilleurs articles de la communauté des blogueurs francophones de RFI. Et c'est avec Tanguy Lacroix. Bonjour Tanguy. Bonjour Laurence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'histoire de Douala au Cameroun. Oui, avec Moïse Kamgen, écrivain et blogueur de 28 ans vivant à Douala. Il consacre un billet à l'histoire foncière de la ville, source de nombreux conflits liés à l'expropriation. Je vis à Douala depuis 4 ans environ. Et en créant ce blog, je n'ai pas de prétention à être architecte ou urbaniste. J'ai plus une approche sensible, qu'on pourrait rapprocher d'une sorte de poétique du lieu, en fait. Donc, c'est une interrogation de quelqu'un confronté à un espace et qui s'interroge. Et c'est cette interrogation qui est subjective, finalement, rejoint des résonances historiques, politiques plus profondes. Donc c'est à partir de mon expérience en tant qu'habitant que je questionne des choses ou bien que j'interroge. Et justement, qu'interroge Moïse à ce propos, Tanguy? Alors, il commence son récit pendant la colonisation allemande, lorsque Douala est la capitale du protectorat. En 1910, les Allemands lancent un plan d'urbanisme, le Gross Douala, qui prévoit de déplacer les populations autochtones de leurs terres pour des raisons officiellement sanitaires, mais en réalité aussi raciales, car des quartiers sont réservés aux Blancs. Alors comment les populations locales vont-elles réagir et réagissent-elles? Eh bien, elles contestent vivement le plan, et pour cause, le traité Germano-Douala, qui devait garantir la propriété foncière aux habitants, n'est pas respecté du tout. Rudolf Douala Mangabel, figure emblématique de la contestation, essaye de défendre pacifiquement les habitants, et tout en restant fidèle à l'Allemagne en même temps. Mais en 1914, les Allemands cessent de parlementer et il est pendu pour haute trahison, ce qui provoque une révolte contre le pouvoir colonial. Alors que se passe-t-il après le départ des Allemands? Selon le blogueur, les expropriations se poursuivent sous l'administration française. Douala devient capitale économique et connaît des vagues migratoires, réduisant la part de terre possédée par les locaux. Et même après l'indépendance, l'État camerounais continue ses pratiques d'expropriation. Oui, justement, à ce sujet, Moïse Kamgen évoque une affaire récente à Douala, l'affaire Dikolo. Alors, de quoi s'agit-il? En mai 2022, les habitants du quartier Dikolo sont expulsés et leurs maisons sont détruites pour permettre la construction d'un complexe hôtelier. Ils manifestent et portent l'affaire devant la justice qui leur donne raison, mais les maisons étant détruites, ils exigent encore une indemnisation. Oui, on imagine que ce problème foncier est loin d'être réglé. Exactement, il révèle des fractures historiques, sociales, économiques. Le blogueur appelle à un développement urbain qui soit respectueux des droits des habitants. Voilà, un billet retrouvé sur le blog de Moïse Kamgen à l'adresse mondouala.mondoblog.org. Et maintenant, Tanguy, on donne la parole à un blogueur qui nous parle de l'émigration des jeunes malgaches. Oui, avec Rija Nyaina, un jeune blogueur malgache. Sur son blog, il se lamente du départ des étudiants de son pays. Je vois des amis qui partent, mais ne le font pas de gaieté de cœur. Ils partent parce qu'ils ont le sentiment qu'ici, on ne pourra pas leur offrir ce qu'ils méritent. À Madagascar, il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de Malgaches qui partent. En réalité, les données fiables sont rares, quel que soit le domaine, mais il y a une tendance visible. Nombreux sont ceux qui partent étudier à l'étranger et qui ne reviennent jamais. Pourquoi ? Parce qu'une fois le diplôme obtenu, les opportunités professionnelles se multiplient et le rêve d'étudiant se transforme en projet de vie durable. Madagascar est un pays riche de son histoire, mais pauvre de son argent. Beaucoup de mes amis et connaissances débordent de projets, mais le contexte local les freine. Les infrastructures défaillantes, la lourdeur administrative, les incertitudes économiques, tout cela rend chaque initiative plus difficile à concrétiser. Dans la vie quotidienne, les problèmes sont omniprésents. Accès limité à l'eau potable, coupure d'électricité récurrente, système de santé inefficace. Ce qui peut sembler banal ailleurs devient ici une source d'angoisse constante. Nous voulons tous offrir une vie meilleure à nos enfants. Quand nous subissons tous ces problèmes, l'idée de partir ne met pas très longtemps à germer dans nos têtes. Pour moi, la tentation de partir est aussi très forte, mais le patriotisme me retient. Chaque départ
est une perte pour notre pays, des talents, des compétences, des idées sans fond, laissant derrière eux un vide impossible à combler. Voilà, billet retrouvé sur le blog gassicara.mondoblog.org. Merci beaucoup mon cher Tanguy et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir les meilleurs articles de la communauté des blogueurs francophones de RFI comme d'habitude.